Voix de plume, un podcast qui fait résonner la voix des auteurs qu'on ne place pas sous les projecteurs. Ces auteurs qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui souvent parlent tout seuls dans leur tête avant de coucher les mots sur le papier sans même savoir si quelqu'un les lira un jour. Tendez l'oreille si vous êtes curieux, si vous voulez faire partie de ceux qui découvrent, de ceux qui marchent en dehors des sentiers battus à la recherche des voix inconnues, originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Ils vous parleront des idées, des émotions et des images qui guident leurs plumes, de cette pulsion irrépressible de l'écriture, mais aussi du parcours souvent sinueux qui mène de l'idée au manuscrit, du manuscrit au livre et du livre à son lecteur. Une parole libre, avec comme ponctuation quelques lectures d'extraits à voix haute, la voix la plus directe pour vous faire toucher du doigt l'essence des plumes que je vous invite à découvrir. Bienvenue dans le deuxième épisode de Voix de plume. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Descastecker. Je prononce comme il faut. C'est parfait. Ok. T'es auteur de 2 romans, Une vie de rêve et Les vieilles dames. Alors, c'est pas les vieilles dames, les vieilles personnes âgées, c'est les vieilles dames, A accent circonflexe, MES. On reviendra sur ce titre un petit peu plus tard. Bienvenue à toi, Adrien. Merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis contente de te retrouver parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a un peu moins de 2 ans. C'était à l'occasion du salon Imagine à Livre qui est organisé chaque année à Portet-sur-Garonne. Tu présentais donc Une vie de rêve, qui est ton premier roman, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la première fois que tu participais à un événement en tant qu'auteur? Non, j'avais fait quelques salons du livre, des petits événements et ça m'est arrivé aussi de participer à le salon du bien-être, des choses comme ça dans l'ancienne région où j'étais, à savoir, la Catalogne. D'accord. Voilà. C'est ton premier roman. Est-ce que tu avais écrit d'autres choses ou entamé d'autres projets d'écriture avant celui-ci? Alors moi, j'avais commencé, quand j'étais jeune à écrire surtout de la poésie. J'étais un passionné de poésie, Jeune comment? jeune comment? Adolescent, jeune ado, le début du lycée, quoi. Les Fleurs du mal, tout ça, j'étais passionné par vraiment la poésie classique, quoi, vraiment. J'ai fait un peu de slam sur Toulouse et puis après, la vie a fait que j'ai plus vraiment écrit. J'avais essayé d'écrire un début de roman, mais vraiment ça n'avait pas porté ses fruits, enfin ça me plaisait pas du tout. Et puis il y a quelques années, à peu près en 2021, j'ai eu, une illumination avec certains sujets qui me tiennent à cœur et puis ça a été l'écriture a été hyper fluide et c'est là que tout est un peu reparti, quoi. Voilà. D'accord, donc tu es parti sur ce projet précisément, le projet d'une vie de rêve. Tu avais cette idée en tête. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour ce roman? Le déclic, ça a été que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à certains thèmes, à savoir, on va en parler, les rêves lucides. D'accord. Et je me suis vraiment plongé là-dedans, les techniques, et cetera. Et des idées me sont venues, de récits, et je me suis dit, je me sentais pas capable d'écrire un roman. Et puis finalement, les idées étaient tellement là autour de ce thème-là que ça a paru finalement assez fluide. Et je me suis lancé, et puis ma foi, ça m'a plu, donc je suis allé au bout de ce premier projet, ouais. OK, d'accord. C'est vrai que le rêve lucide, c'est plus qu'une thématique, hein, pour moi dans Une vie de rêve. Je dirais plutôt que c'est vraiment, le fil conducteur du roman, même ça structure un peu le roman, ça structure ton écriture. Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, tu peux expliquer brièvement pour les auditeurs qui seraient pas calés sur le sujet, en quoi consiste le rêve lucide? Alors le rêve lucide, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, j'ai l'impression, il y a eu pas mal de youtubeurs et cetera qui en ont parlé il y a quelque temps. En gros, tout le monde a plus ou moins fait au moins un rêve lucide dans sa vie. C'est quand on prend conscience qu'on est en train de rêver, tout simplement. Ça a déjà dû probablement t'arriver de te dire, «Purée, mais je suis en train de rêver, c'est pas possible, je suis tout nu dans la rue» ou «Comment ça se fait que j'arrive pas à avancer avec ma voiture?» ou «Mais je suis en train de rêver» et puis c'est souvent l'espace d'une seconde, quoi. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'ai pas connu de rêve lucide dans le sens où ça m'a réveillée à chaque fois. D'accord, ouais, alors souvent effectivement tu te réveilles. Ouais.
comme Ça quand tu es en ramène la danger. conscience, en Voilà, fait, hein. comme quand tu es en danger. Souvent, le fait de prendre conscience dans son sommeil, ça réveille. Ça réveille Ça m'est arrivé d'essayer d'y retourner, mais Alors, il y a des techniques. Il y a des techniques c'est pour ça. prolonger le rêve, il y a des Ah, techniques pour ne pas se réveiller, et il y a des techniques pour provoquer le rêve lucide. Voilà. d'accord. Donc ça, c'est des choses que tu as explorées un petit peu et qui ont accompagné, l'écriture. En tout cas, c'est des choses que tu explores dans le roman, Une vie de rêve. Ouais, tout à fait. Genre, au tout début du roman, j'explique un petit peu tout ça, justement pour planter le décor, pour que les lecteurs comprennent bien de quoi on va parler. Mais c'est pas du tout un bouquin technique, ça dure très peu de temps, c'est juste voilà, pour expliquer ce qui va se passer dans l'inconscient et dans le conscient de mon personnage, quoi. Oui, c'est ça, c'est intégré dans la fiction. Le personnage s'intéresse aux rêves lucides et donc Ce qui était important pour moi, c'était vraiment un roman d'aventure, quoi. d'accord. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est de résumer, brièvement le roman, Une vie de rêve, pour que les auditeurs sachent à peu près où on va et puis, on lira un petit extrait après avant d'aller plus loin, dans l'exploration. Alors, pour résumer brièvement l'histoire, Une vie de rêve, on suit un personnage qui s'appelle Alex et en fait, il est à un moment de sa vie où il essaie de reprendre le contrôle sur sa vie et c'est à ce moment-là, que ses nuits deviennent un peu étranges. En fait, il expérimente le rêve lucide de manière totalement spontanée, sans l'avoir, voulu au début et cette expérience le fascine. Alors il creuse la question et il se retrouve plongé dans un monde, onirique et il a bien du mal à pas se perdre. Il a du mal à définir ce qu'il vit, ce qu'il expérimente. Songe, réalité, quelque chose de bien plus grand encore. En fait, plus il expérimente, plus le mystère s'épaissit. Alors il embarque avec sa fille de 4 ans pour un voyage en catamaran qui le mène de la Catalogne à l'Andalousie et qui pourrait bien le mener aussi au bout de son ultime quête. On va commencer, par lire, le premier chapitre. Comme ça, c'est une introduction parfaite pour les auditeurs et puis il y a pas besoin d'introduire le texte puisque c'est l'introduction du livre donc vas-y Adrien, on Allez, t'écoute. j'y vais. Chapitre 0. Déjà mort. La chaleur devenait insupportable. Se formaient à l'horizon de grandes vagues floues émergeant du sol, et Damien aurait presque eu l'impression que le capot de sa voiture fumait. Il était environ 15 heures et le soleil frappait si fort que les rues étaient désertes. Personne ne s'aventurait dehors. Damien hésita un instant en se rongeant l'ongle du pouce, mais il devait y aller. Il avait pensé à ce moment des centaines de fois depuis qu'il avait appris la nouvelle, et il ne voyait pas d'autre solution. Ses sourcils se froncèrent d'inquiétude et de crainte en imaginant ce qui pourrait se passer. Il vissa son chapeau sur sa tête, remonta ses lunettes sur son nez transpirant et sortit de l'habitacle. D'un pas plus ou moins décidé, il se dirigea vers les portes de la clinique. Putain, si t'es ici, je vais te tuer. Mais ce que Damien ne savait pas, c'est que j'étais déjà mort. Voilà, donc c'est un incipit, hein, comme on dit, qui est assez court, qui boucle avec la fin du récit puisque, c'est pas le chapitre 1, c'est le chapitre 0 et donc en tant que lecteur, on tourne la page, on voit qu'on arrive tout de suite sur le chapitre 8 et en balayant le livre, on voit que l'ordre des chapitres descend comme ça, 8, 7, 6 pour revenir à 0 donc c'est un récit qui boucle et c'est une écriture, pour le coup, qui est assez cinématographique. D'ailleurs, je trouve que c'est très caractéristique de ton écriture. Est-ce que tu es influencé par, la narration cinématographique et visuelle quand tu écris? Ouais, complètement. Il y a des films qui m'ont vraiment marqué de par leur construction, en fait, où justement, à la fin, alors je vais pas révéler de mystère, mais j'adore les films qui, à la fin, te remettent tout en question. Et ça, j'adore, en fait. Du genre Shutter Island, Fight Club, je sais pas si les auditeurs connaîtront ces films qui sont quand même des classiques. Voilà, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que ce premier bouquin, il m'est venu tout de suite à l'idée de faire comme un compte à rebours, en fait. D'accord Voilà. et ça marche très bien, hein, il y a un switch. On sent qu'il va y avoir un switch, mais on s'attend pas à celui-là. Ouais. Donc c'est bien réussi. Après, au-delà du fait qu'évidemment c'est très accrocheur et ça fonctionne très bien, pour moi l'intérêt de ce chapitre qui s'appelle Déjà mort, c'est aussi d'indiquer, entre guillemets la mort comme un thème qui est assez important dans le livre, même si
elle n'est pas évoquée de manière directe, c'est quand même un des thèmes sous-jacents du livre, très important. Ouais, c'est vrai. Et puis j'ai voulu aussi, essayer de mettre des indices à chaque fois. Alors peut-être pas forcément dans les titres des si beaucoup dans les titres des chapitres, pour que justement, il y ait, des indices, enfin, que ce soit des indices un petit peu qui passent inaperçus et qu'on comprenne, voilà, qu'on comprenne, au fur et à mesure de la lecture, quoi. Ouais, exact. Comme dans un film, Ouais, voilà, on tout à fait, avance, ouais. ouais. C'est pour ça que c'était important de nommer chaque chapitre et de faire ce compte à rebours-là. Et d'ailleurs, c'est vrai que, il y a beaucoup de récits de rêves, mais il y a certains rêves qui, se rapprochent plus de l'expérience de mort imminente. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Est-ce que tu peux déjà pareil, hein, tout le monde maîtrise pas forcément ces sujets que sont, le rêve lucide et l'expérience de mort imminente. Est-ce que tu peux résumer rapidement ce que c'est aussi, s'il te plaît? Alors les expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi, les EMI et en anglais les NDE, je vous ferai pas l'offense de prononcer en anglais, Near Death Experience. voilà, merci Adam la polyglotte. En fait, ce sont des expériences de conscience modifiée à la frontière de la mort. Alors j'ai pas la définition scientifique exacte. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, notamment certains, scientifiques, Jean-Jacques Charbonnier qui est, relativement connu, qui était un grand anesthésiste, réanimateur qui s'est beaucoup penché là-dessus, qui fait des choses, superbes, qui écrit beaucoup de bouquins à ce sujet. En gros, c'est quand les gens, frôlent la mort, quoi, et ont des visions de l'après-vie. Alors c'est toujours pareil, hein, il faut croire à tout ça ou en tout cas être ouvert et qui font des récits, souvent qui se ressemblent, qui ont beaucoup de points communs. On va parler souvent de tunnels de lumière et cetera et donc les expériences de mort imminente, pardon, voilà, c'est cet endroit-là de la conscience, où on sait pas trop où c'est, on sait pas trop où le situer. Certains qui sont morts cliniquement, qui voient des choses qui se passent réellement. Oui, c'est ça, c'est vraiment fou. Il y a des gens qui racontent, voilà, ils sortent de leur Sur corps. la table En fait, d'opération, par exemple. les médecins savent que le cerveau s'est C'est arrêté arrêté, ouais. et eux, bah, ils voient, ils entendent les chirurgiens parler et après ils racontent ce qui s'est passé Et dans la salle d'opération. ils sont capables de décrire des choses qu'ils ne peuvent pas avoir vues scientifiquement. C'est pour ça qu'il y a tant de chercheurs qui se Ouais. posent la question d'ailleurs, parce que sinon on dirait, bah, c'est juste un délire, les drogues, l'anesthésie, le C'est truc. ça. Mais On là, il y a écarte de plus en plus, toutes ces possibilités-là et on en vient à se dire que enfin, le mystère est toujours plus épais parce qu'il y a pas d'explication, quoi, hein, mais c'est ça qui est génial, quoi. Moi, c'est ce genre de truc qui me passionne, quoi. beh, Donc oui, pardon. non, non. Il est un petit peu question de ça aussi dans ce bouquin, sans dévoiler trop la suite, Bah, voilà, il y a en beaucoup fait, de je nuances. pense, ce qu'on peut faire pour que les auditeurs comprennent bien, c'est lire un nouvel extrait de rêve, qui pour moi s'apparente un peu à une IME et puis on en rediscute, après. Il est minuit passé lorsque je décide de me coucher, épuisée moi aussi par cette journée en mer. À peine ai-je posé la tête sur l'oreiller que je plonge immédiatement dans un sommeil profond. Bercés par ces nouvelles compagnes que sont les vagues de la Méditerranée, les 4 pirates de l'Expectre del Océane dorment paisiblement amarrés aux portes de l'Espagne. Quand soudain, des coups de canon retentissent dans la nuit noire. L'équipage se réveille en sursaut et s'affole. En regardant à travers le hublot, j'aperçois les boulets de fonte en feu arriver sur le bateau. C'est aussi beau qu'effrayant. Des détonations décrochent mon cœur et mes tympans. Mais je me nomme Alexis le Voyageur. Je suis le fidèle bras droit du capitaine de ce navire Gérald le Géant et je le défendrai jusqu'à la mort s'il le faut. « Capitaine, capitaine, on doit sortir nos canons !» Je hurle de toutes mes forces, mais personne ne s'entend dans le chaos ambiant et le capitaine se rapproche de moi en traversant le pont fouetté par les vents et la pluie. À mesure que sa gueule cassée et barbue avance, ses traits changent pour devenir ceux d'un vieillard. Il arrive à ma hauteur et je le reconnais enfin. C'est le peintre qui vivait dans mon appartement. Et je ne suis pas Alexis le Voyageur, je suis Alex. Alex Donovan. Ma conscience s'éveille en plein milieu de mon rêve et de cet épisode de combat naval. Je dois garder ma lucidité. Je touche le vieux peintre capitaine qui ne sourcille pas. Je palpe ses joues poilues, son tricorne usé par les vents et le sel. Il a l'air tellement réel. Puis,
comme je ne veux pas me laisser embarquer dans ce rêve qui me ferait tôt ou tard perdre le contrôle, je décide de prendre les rênes de la situation. Viens Archibald, envolons-nous loin de ce rêve chaotique. Je le prends par la main et m'élance dans le ciel comme j'ai maintenant coutume de faire dans mes songes. Nous prenons de la hauteur et contemplons le désastre de ce combat maritime à travers les nuages et la fumée des canons et des mousquets. Mais comme toujours, mon inconscient me rattrape et c'est mon comparse d'une nuit, décédé depuis 4 ans, qui dirige la suite. Archibald, mon peintre locataire macabé, me tire le bras afin de nous éloigner de cette scène en planant et m'attire à lui de manière à ce que nos 2 ectoplasmes ne forment plus qu'une seule masse brumeuse. Il me transporte à une si grande vitesse que je ne parviens plus à voir ce qui m'entoure, et en moins de temps qu'il ne faut pour le penser, nous nous retrouvons dans une pièce sombre de laquelle émane une odeur d'hôpital. Cette odeur, je la reconnaîtrai entre 1000. Du coin de la chambre, le peintre me désigne du doigt un homme de corpulence moyenne, les cheveux bruns étalés sur l'oreiller blanc, les yeux clos, allongé sur un lit médicalisé. Solange est là, avec Mona qui sanglote. C'est moi dans ces draps froids. Mais ça n'est pas moi, ça n'est que mon corps. Je suis branchée à des tuyaux, comme Mona l'était. Pas besoin d'être médecin pour voir et surtout sentir que je suis vide. Suis-je en train de voir le futur ? Puis, j'entends clairement une voix masculine me chuchoter à l'oreille. « Alex, tu ne dois pas faire comme le peintre. Ne laisse pas la culpabilité l'emporter. Tu dois te pardonner à toi-même. Tu dois vivre, Alex. » Ces mots venus de nulle part me transpercent, s'enfonçant en moi à grands coups de batte de baseball dans la poitrine, sans même que j'en connaisse l'émetteur. Je me retourne, mais le peintre locataire macabé n'est plus à côté de moi. Mon regard revient alors en direction de la chambre, pour constater que Solange et Mona ont disparu elles aussi. Ici, je suis obligée de reconnaître que cette scène n'appartient ni au passé, ni au présent. Alors soit c'est un rêve banal, un peu farfelu mais banal, soit je vois le futur, après tout pourquoi pas. Après les sangliers, je me prépare à tout. Je suis tout à fait lucide durant ce songe. Pourtant, je ne pense pas à contrôler quoi que ce soit. Je suis dans l'expectative et je me perds un peu dans ce décor familier et à la fois terriblement inquiétant. Après quelques instants sans bouger, je sens que je m'éloigne lentement du lit dans lequel se trouve mon double, à reculons, sans que je fasse le moindre mouvement volontaire. Petit à petit, je disparais dans la noirceur et ma vue se brouille malgré mes efforts pour fixer mes pupilles à ce cadavre. Le néant m'engloutit et le sommeil m'avale jusqu'au petit matin. C'est vraiment un beau récit de rêve. J'aimerais bien que tu m'aides à décortiquer les étapes qui font que ce rêve, d'abord banal, il le dit d'ailleurs à un moment, devient finalement un rêve un peu singulier. Comment ça se passe ? Bah, c'est vrai qu'au départ, c'est un rêve comme on pourrait en faire, un peu farfelu, là, en l'occurrence, c'est une bataille navale de pirates parce que il est en plein voyage de catamaran. Donc, comme on a tendance à rêver de ce qu'on vit, du quotidien qu'on a vécu la journée, voilà, il est projeté un peu dans cet univers onirique au départ, où se mélangent des personnages connus pour lui, donc à savoir le vrai capitaine du bateau, un de ses anciens locataires, et puis là, il prend conscience. Il prend conscience qu'il est en train de rêver parce qu'il voit le visage de la personne se modifier. Donc là, il se rend bien compte que... Il identifie son locataire, il identifie quelqu'un du réel en fait. Voilà, Donc ça le renvoie, comme on disait, à sa conscience de qui je suis vraiment c'est ça. Et en plus, cette personne est morte en plus. dans la réalité. Donc là, il prend conscience. Et comme il s'entraîne à identifier les rêves lucides et tout ça, son cerveau est entraîné et donc paf, il prend la lucidité, il comprend tout de suite ce qu'il est en train de vivre. Et comme il s'entraîne aussi à les contrôler, il les contrôle. Donc il décide, hop, on s'envole. Ouais, il a appris à voler parce que c'est une des constantes aussi des gens qui pratiquent le rêve lucide. Tu peux raconter cette expérience de vol qui a l'air... C'est ça, quand tu commences les rêves lucides, souvent on dit les choses les plus simples à commencer, c'est essayer de s'envoler, essayer de voir quelqu'un de disparu. Voilà, ce genre de choses. C'est des actions qui sont assez faciles à réaliser en fait quand on commence à contrôler les rêves lucides. Et par contre, il se fait aspirer dans autre chose qu'il ne comprend pas.
Oui, il décide pas du tout de l'endroit où on va parce Là, que pour le coup, non. l'intention du rêveur peut lui permettre d'aller à tel ou tel endroit dans son Voilà, rêve. on se projette, on voit un lieu et on est censé pouvoir y aller. On ouvre une porte, on dit: «Je veux ouvrir cette porte et être dans le désert». Normalement, si on contrôle bien nos rêves, on est capable de le faire. Avec un peu d'entraînement, hein, et là, non. Là, il est tout à fait lucide, mais il contrôle pas. Donc il comprend pas ce qui se passe et nous non plus du coup, même si on est, un petit peu plus que la moitié du livre, les choses sont de plus en plus floues pour tout le monde. Donc C'est ça. il y a d'autres infos, voilà, il y a cette chambre d'hôpital. C'est pas forcément un indice pour les gens qui ont pas lu le livre parce que oui et non, ça fait un petit peu partie du dénouement, mais c'est pas ça le plus Ça important. fait un Donc peu écho au début quand même, on se demande, on se pose des questions, on se dit voilà où on est. c'est ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, ça ressemble vraiment au récit d'expérience de mort imminente, le fait de se voir dans sa chambre d'hôpital, de se voir mourant et déjà presque mort en fait. Donc, c'est ça qui m'a fait penser. Souvent en contre-plongée, se voir les gens racontent, quand ils témoignent de leurs, expériences de mort imminente, de se voir d'en haut, d'avoir une vision à 360 degrés comme ça, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de décrire quoi, sans pour autant, dire explicitement que c'était, une expérience de mort imminente Oui, qu'il était en train de vivre quoi. très bien. Officiellement, il est toujours sur le bateau. Il n'empêche que ce rêve, il est très fort et c'est le genre d'expérience qui marque. Mmh. Et c'est vrai qu'Alex, il est de plus en plus troublé et d'ailleurs il le dit, hein, il dit: «J'ai du mal à contrôler mes rêves et ils ont beaucoup d'emprise sur moi». Qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une interaction très forte entre le monde visible et le monde invisible et la frontière devient de plus en plus floue. Alex, il est de plus en plus confus et ça s'arrange pas quand sa petite fille de 4 ans, commence à lui parler de son rêve. Ouais. Alors là, ça le perturbe carrément. Il essaye de rationaliser ça, Ouais. en disant, je cite encore une fois: «On dit souvent que les jeunes enfants sont connectés à une autre réalité jusqu'à ce que l'âge adulte ne vienne polluer leurs ressentis». Mmh. Alors déjà, c'est une idée qui est très intéressante, on va y revenir, mais surtout, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il est en pleine remise en question. En fait, ses rêves sont en train de remettre en question sa façon de concevoir la réalité. Ouais. Parce qu'il n'est pas du tout là-dedans. À la base, il est chirurgien, Alex. Il était chirurgien, ouais, et puis il est pas du genre vraiment à se poser, voilà, tout ce qui lui arrive, ça le submerge parce qu'il a rien demandé et après j'aime bien ça dans mes personnages, c'est les choses qui viennent à eux en fait et cette perception du réel. Moi, je m'interroge beaucoup sur le réel, sur ce qu'on appelle, le réel Hein, hein. et l'invisible me passionne et c'est ça que je trouve intéressant que j'avais envie de transmettre à travers mes personnages, quoi. C'est, douter de la réalité. Ouais. Oui, et d'ailleurs, ce rapport au monde invisible, ben, fatalement, il est lié à la thématique de la mort aussi. Et les histoires que tu racontes dans tes 2 livres, en fait, elles laissent penser, en tout cas je trouve que le deuil d'un être cher, ça a tendance à exacerber, notre perception de l'invisible. Comme si, la puissance des émotions, en fait, nous ramenait à une perception du monde peut-être plus proche de celle des enfants, justement, qu'on vient d'évoquer. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te semble juste, en fait, que voilà, ce genre d'expérience, en fait, exacerbe la perception de l'invisible? Est-ce qu'on n'est pas plus sensible à l'invisible quand on est en train de voir un lien avec quelqu'un de vivant, se transformer pour devenir un lien avec quelqu'un, de mort? Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que quand tu perds quelqu'un, tu envie. Tu envie de que ce soit pas la fin, Mmh. et souvent la perte, le deuil, le manque, l'absence, au sens mort, hein, au sens Mmh. décès, hem, te fait chercher te fait chercher autre chose. Ça incite à chercher. Voilà, et on dit parfois aussi que ces expériences-là, que ces événements-là, ouvrent des portes, en fait. Ouvrent des portes, notamment quand quelqu'un enfin, il y aurait plein d'exemples, mais il y a des témoignages qui disent que, voilà, certains ont senti la mort de leur proche arriver,
Ou par exemple, au moment où ma grand-mère est décédée, il y a un cadre qui est tombé, dans ma maison à 200 kilomètres. Enfin, tu vois, le passage d'un monde à l'autre, toujours pareil, hein, ça dépend sur en quoi tu crois, mais le passage d'un monde à l'autre, il est hyper fin et en même temps, je pense qu'à ce dans ce genre d'événement-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi, tu vois? Et c'est vrai que la mort, c'est, sans être fataliste et sans écrire des trucs trop, trop noirs, ça fait beaucoup partie de mon univers. Mais c'est vrai que le deuil, c'est encore autre chose et je pense qu'effectivement, enfin moi, c'est l'impression que j'ai eue parce que quand tu regardes, on va parler des Vieilles Dames, hein, de ton second roman maintenant. Donc c'est Les Vieilles Dames, D apostrophe, à accent circonflexe, MES. Il est question de vieilles âmes aussi. En fait, ce second roman, il débute par un décès. Alors cette fois, le personnage principal, il s'appelle Alan et le livre s'ouvre sur une scène, où il rend visite à l'EHPAD à sa mère mourante. Alors c'est vrai que c'est pas hyper léger comme contexte et on s'attend à trouver un Alan assez éprouvé et en fait, on est assez étonné parce que, bah, non, il reste, très froid avec la vieille dame qui est en train de s'éteindre devant lui. En fait, on comprend qu'il a pas eu vraiment de relation avec elle, c'est sa mère, mais ça fait bien longtemps qu'il attend plus rien d'elle. Et sur son lit de mort, sa mère lui remet un carnet et dans ce carnet, elle lui dit qu'elle a consigné tout ce qu'elle lui a jamais raconté sur sa vie à elle et notamment sur son père à lui qu'il n'a pas connu. Et à partir du moment où Alex va être en possession de ce carnet, il y a toute une série d'événements inattendus et de visions incontrôlées qui vont faire irruption dans sa vie. Un peu comme chez Alex, les rêves ont fait irruption dans sa vie. Et ce carnet, bah, ça va en quelque sorte le forcer à suivre un parcours initiatique qui va être émaillé de visions étranges. Et c'est des visions qui vont le faire voyager à travers ses lignées familiales et à travers ses vies antérieures. On le comprend, pareil, petit à petit. Je propose qu'on lise un extrait aussi, qui est au tout début du livre, hein. C'est justement l'extrait où Alex reçoit ce carnet. Et puis on reparle du carnet juste après. Alan rangea le petit livre noir abîmé dans la poche arrière de son jean, puis se dirigea vers la porte, aussi éteint qu'il était entré. Aucun autre mot ne sortit, d'aucune bouche. Aucune émotion non plus, pas même une hésitation. En quelques secondes, il fut à l'extrémité de la chambre. Après lui, la porte se refermera, séparant à jamais la mère et le fils. Alors qu'il avait quitté la pièce, Ève continuait à parler à voix basse, seule, toujours les yeux clos. Mon fils, mon tout petit. Tu vois, c'est toi qui me laisses. Reviens, mon fils, pardon. Il longeait le couloir en tâtant de sa main l'objet mystérieux dans sa poche, et lorsqu'il arriva au niveau du standard, M. Dickinson le suivit du regard, inquiet, désolé et tendre à la fois. Alan sortit du bâtiment, l'odeur aseptisée d'urine était encore sur lui. Il remonta son col et ferma sa veste pour contrer le vent froid qui le frappa une fois sur le trottoir. Les villes du sud aussi subissent des hivers. Il resta un moment immobile, dos à la porte d'entrée de l'EHPAD, un peu sonné, sans savoir pourquoi. Bien sûr, n'importe qui aurait été sous le choc de voir sa mère ainsi, dans ses derniers instants, mais ce n'était pas cela qui perturbait Alan. Il sentait bien que quelque chose d'autre était en jeu. Qu'elle meure finalement, ce n'était qu'un détail, elle était déjà morte pour lui. Il était venu par devoir parce qu'il n'était plus un enfant à présent. Il était devenu un homme et il devait apprendre à pardonner, même si c'était impossible. Non, ce qui l'emplissait et le vidait en même temps, c'était ce carnet. C'était ce père mort qui réapparaissait subitement au moment où cette femme s'apprêtait à partir pour toujours. Avait-il réellement envie d'ouvrir cette boîte de Pandore en papier ? Pas certain. Il savait que sa mère était capable d'actes irrationnels et incompréhensibles. Il suffisait de regarder en arrière et d'observer l'enfance qu'il avait eue. Il effleura du bout des doigts l'objet de sa curiosité. Ne mesurant pas plus de 10 cm de côté, il épousait parfaitement la poche de son pantalon et semblait vouloir fusionner avec sa fesse, si bien que si Alan s'était assis, il aurait eu à coup sûr la marque du petit livre incrusté sur son derrière. La sensation du cuir vieilli contre ses phalanges le rassurait autant qu'elle l'intriguait. Cependant, il attendrait d'être chez lui pour l'ouvrir. Merci. Pour revenir sur ce texte qu'on vient de lire, tout à l'heure, quand j'ai parlé de ce carnet, j'ai dit qu'il allait vraiment forcer Alan à se pencher sur l'histoire de ses parents, qui finalement est son histoire, hein.
Et si j'emploie le mot forcer, c'est pas un hasard parce que Alan, en fait, il aurait préféré se soustraire à tout ça. Il a pas envie de tout ça et au début, il essaye de se débarrasser du carnet. Le carnet lui revient d'une manière un peu magique. Après, on lui prend, il fait tout pour le récupérer. Il a vraiment une relation très irrationnelle avec ce carnet. Je me trompe pas là-dessus, hein. Non, non, c'est ça en fait, ça va être alors, est-ce que c'est la mort de sa mère ou est-ce que c'est, la révélation de ce carnet, le fait qu'elle lui donne ce carnet qui va être déclencheur de tout le reste? Mais c'est vrai qu'au début, lui, sa mère, il en veut plus du tout, quoi. Il a tiré un trait, il a eu une enfance vraiment, pas super, par sa faute. Donc sa mort, c'est même pas un détail, quoi. C'est voilà. Donc il en veut pas de ce carnet. C'est la dernière chose qu'elle lui donne, même sûrement peut-être la seule chose qu'elle va lui donner. Donc il en veut pas. Et puis finalement, il va courir après, quoi. C'est ça et sur le plan symbolique, pour moi, ce carnet, il veut dire une chose, il veut dire qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que l'héritage transgénérationnel, quoi qu'on fasse, il est là et même si on veut pas le voir, il est là, il tire les ficelles et d'une manière ou d'une autre, on est bien obligé à un moment de s'y confronter si on veut avancer. C'est ça, hein, Oui, on peut pas faire un pass sur notre histoire, même si elle est inconnue, même si elle est, taboue, même si on sait pas tout de notre histoire. Tout finit toujours par sortir, quoi. Que ce soit dans les lignées précédentes, parce que c'est un peu ce dont il est question dans ce bouquin. Dans Tout en restant un peu rationnel, les secrets de nos parents, par exemple, tout simplement, de notre conception et tout ça, ça finit toujours par sortir, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Il y a des choses qui se transmettent, même au-delà de la relation parent-enfant, hein, sur des ancêtres, et cetera. J'avais lu quelque chose comme ça sur les descendants en fait des esclaves africains qui avaient des pathologies particulières. Et en fait, c'est l'épigénétique qui est modifiée par rapport à l'expérience de l'ascendant. Donc, il y a vraiment quelque chose en fait qui est marqué en nous. Et c'est vrai que si on le connaît pas, c'est difficile de le guérir en Ouais. fait. Tout comme les enfants adoptés qui ne savent pas qu'ils sont adoptés. Alors j'ai pas d'exemple, concret, mais tout ça est ancré en nous, quoi. Et cette relation, parent-enfant, pour le coup, là, c'est aussi une question qui irrigue, les 2 romans. Alex, dans Une vie de rêve, Alex, il est papa de la petite, Mona qui a 4 ans et il se remet beaucoup en question en tant que père, hein. Voilà, il est séparé de la maman, il s'est un peu laissé, bouffer par son métier de chirurgien. Il culpabilise de pas s'être assez occupé de son enfant, donc c'est une question qui est très, très prégnante dans le récit. Et pour, Alan, donc le héros de Les vieilles dames, ton second roman, bah, on apprend qu'il a perdu un enfant lui aussi. Il a perdu un bébé, un enfant très jeune et cette relation, parent-enfant, elle est elle aussi explorée à travers la question de la mort et du deuil. Est-ce que pour toi, c'est une manière de souligner justement la permanence des liens par-delà la mort entre, l'enfant et son parent? C'est vrai que, bon, déjà la mort est un thème assez récurrent dans ce que j'écris, sûrement de par, mon expérience personnelle et par rapport aux choses en quoi je crois. Après, les liens familiaux au-delà de la mort, je sais pas trop. Il est question d'enfants et de rapports conflictuels avec les enfants et notamment de mort de jeunes enfants et cetera, même si ça aussi c'est pas non plus très, très gai. Moi en fait, je peux pas faire d'enfant. D'accord. Je peux pas avoir Ouais, d'enfant ouais. et je pense qu'inconsciemment, même si j'en ai fait le deuil et que c'est pas quelque chose qui me bouffe au quotidien, je pense que malgré tout ça transpire dans mes écrits, quoi. Et mes expériences familiales font que peut-être, à travers des histoires qui sont quand même complètement différentes, hein, j'ai pas Mmh. vécu tout ce que mes héros vivent, je le voilà, je le communique d'une certaine manière. En fait, c'est est-ce que tu penses, est-ce que tu supposes, qu'il est possible de communiquer, par-delà la mort, en fait? Ah oui, 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 complètement. Voilà, c'est Que ce plus clair soit comme question. Ouais, c'est plus clair. Non, mais c'est ta faute aussi. Tu penses qu'il y ait vraiment Le contact avec les défunts, ah oui, oui, OK, ça j'en suis c'est persuadé. c'est très clair, Ouais, c'est d'accord, très, très clair. Ouais, ouais. OK. Alors pareil, hein, chacun croit en des choses, plus ou moins, rationnelles.
Mais moi, j'en ai fait l'expérience en tout cas et j'en suis convaincu. OK. Ouais. Comme la plupart des gens qui ont fait l'expérience te disent qu'ils n'ont aucun doute, Ouais, là-dessus. complètement. Ne doutent que les gens qui n'ont pas expérimenté. Voilà. Et logique. Après, je veux pas paraître trop ésotérique dans mes bouquins, donc alors même si, il y a une autre vieille dame dans le 2e livre, qui fait office de médium, hein. Je veux pas non plus paraître trop ésotérique, mais et donc j'accentue pas forcément ça, la communication avec l'au-delà et tout ça. Mais oui, oui, c'est quelque chose, qui pour moi est indéniable. Il y a ce carnet, il y a cette question du lien transgénérationnel, des choses qui se transmettent à travers les générations, qu'il y ait ou non contact en fait entre l'ascendant et sa descendance. Alors pour revenir à Alan et aux vieilles dames, la découverte de ce carnet va déclencher une série de péripéties qui finissent par le conduire à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là, en fait, alors qu'il est inconscient, qu'il va vivre une première expérience un petit peu paranormale, assez proche de l'expérience de mort imminente, hein, là pour le coup, parce qu'on est vraiment dans le contexte où il a perdu conscience, il est à l'hôpital et il vit un rêve, quelque chose qui ne s'est pas qualifié, mais de très fort. Et cette vision, c'est justement une forme de rencontre qui est très onirique, très douce, avec l'enfant qu'il a perdu. Alors, il a perdu l'enfant bébé, mais il entend l'enfant rire, il reconnaît sa voix malgré tout, il sait que Il c'est sait que lui. c'est lui. Il a aucun doute. Ouais. Et du coup, c'est un rêve qui est très fort. Et à la suite de ça, ces visions, elles vont se répéter, elles vont lui arriver sans dormir, sans perdre conscience, et elles vont évoluer pour devenir une forme de voyage dans ses vies intérieures. D'un point de vue formel, on va dire, comment est-ce que tu as intégré les récits de ces expériences dans ton récit? Bah, un petit peu comme dans, Une vie de rêve, où tu vois, ça fait un peu comme des flashbacks et là, dans Les vieilles dames, l'élément déclencheur, donc vraiment de tout, donc ça va être la mort de sa maman qui, lui, va lui donner un espèce de pas un pouvoir, tu vois? Mais ça va ouvrir quelque chose en lui et donc comment j'ai réussi à intégrer ces visions, en fait, c'est ça? En fait, Un petit peu comme des rêves, hein, tu vois? disons que oui, dans le sens, c'est un peu comme un rêve. Moi, je trouve qu'en tant que lecteur, tu te fais surprendre. Tu te Ouais. fais surprendre, comme Alan, c'est-à-dire que ça Ouais. tombe d'un coup. C'était important que ça soit, voilà, ça vient à lui et enfin, c'est comme un flash, quoi. Après, il y a toujours un élément déclencheur. Oui. Il y a la rencontre de quelqu'un, il y a un accident, il touche quelqu'un, Oui, ça vient pas de nulle part. voilà et puis c'est jamais n'importe quoi. Il va toucher quelqu'un, il rencontre pas les personnes au hasard et ces personnes-là, elles sont des déclencheurs aussi. Et ça veut dire que, en fait, il bascule dans une autre temporalité avec d'autres personnages et c'est des scènes à première vue qui ont aucun lien avec le récit C'est un initial. peu une transe pour lui. Ouais. C'est un peu comme s'il tombait en transe, quoi. Et c'est vrai que c'est pour le lecteur aussi, c'est hyper surprenant. En même temps, c'est très cinématographique aussi parce que ça permet du coup de passer dans des univers complètement différents, des époques complètement différentes, des caractères complètement différents. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est aussi très fort, c'est très émouvant. En dépit de l'avion qui passe, je vous propose d'en lire un nouvel exemple. C'est moi qui vais lire, j'aime beaucoup ce texte, je suis contente de le lire. Et puis on en reparle juste après. J'ai pas besoin de l'introduire non plus ce texte puisque de la même manière, il arrive de but en blanc dans la vie d'Alan, le personnage, hein, donc pareil pour vous. Tu enfanteras dans la douleur. Genèse, verset 3-16. Elle aperçoit une pierre sous un arbre à quelques mètres. Elle est ronde, lisse et paraît douce là où elle se trouve. Tout lui semble plus doux que les douleurs qu'elle ressent à cet instant. Son ventre se contracte de plus en plus et elle a beaucoup de mal à retenir les cris qui roulent dans sa gorge. Elle cherche une main à tenir, un bras sur lequel s'appuyer, mais elle est seule. Seule au bord de cette route, en plein soleil. Bientôt tu seras là. Le terrail est luxuriant, vert, brillant, mais dangereux. N'importe quel prédateur pourrait surgir de derrière la végétation dense. Le pire serait un tigre. Elle suit les chemins des hommes, parfois bordés par des maisons, espérant trouver de l'aide. Mais elle ne trouve personne, que la poussière qui remplit l'atmosphère et les grandes inspirations qu'elle se force à prendre. Il lui semble avoir parcouru des dizaines de kilomètres sans avoir vu âme qui vive, à part les singes qui hurlent de rire au perché. Alors, quand elle voit cette pierre plate et ronde, elle accepte et se décide à s'arrêter enfin. Maya Devi, reine des reines, va accoucher ici,
à l'entrée de la jungle du Népal. Elle s'assied sur le morceau de roche, appuie son dos contre l'arbre centenaire et remonte son sari jusqu'au milieu de ses cuisses. Elle écarte les jambes, bascule la tête en arrière pour la faire reposer contre le tronc. Et lorsqu'elle met la main sur son sexe, elle sent nettement le crâne de son enfant qui en dépasse. Elle caresse cette minuscule tête. Mon enfant, viens délivrer le monde de toutes ses souffrances. Elle sait que ce fils est grand et puissant, qu'il va changer les hommes. Il doit naître, quitte à ce qu'elle y laisse la vie. Soudain, l'air se fait plus frais, plus léger, et un souffle fait osciller les branches de l'arbre de vie. Toutes les feuilles environnantes chantent leur mélodie silencieuse, et la mère sent la délivrance en elle. Elle approche ses mains et accueille l'enfant entre ses paumes. Il a les yeux grands ouverts et ne pleure pas. Tu t'appelles Siddhartha, et tu libéreras l'humanité. À ces mots, elle lève l'enfant au-dessus de son visage, comme pour l'offrir au ciel. Le fils sourit dans un petit son strident. Le vent souffle de plus belle, les branches de l'arbre saint secouent leurs feuilles emplies de sève nourrissante. Bouddha est né, offert au monde. C'est un texte qui est très beau. Je précise parce qu'on en a parlé avant que cette vision, c'est justement quand il va consulter l'espèce de médium thaïlandaise qu'il a cette vision. Je me trompe pas, c'est à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est une vision qui est très belle et je me suis demandé, c'est pas rien quand même d'avoir choisi une vie antérieure comme celle-ci, la maman de Bouddha. Ouais. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, mon idée de départ, c'était que mon héros allait revivre les vies où il incarnait, où il était femme. Et ces vies-là incarnaient vraiment la souffrance des femmes. Les femmes effacées par les hommes, les femmes ayant souffert à cause des hommes. Et que lui, en tant qu'homme, finalement, c'est un des messages du bouquin. Lui, il était venu dans cette vie-là pour réparer tout le mal qu'on avait fait aux femmes qu'il a été dans les autres vies. Et Maya Devi aurait vraiment existé, hein. C'est la maman de Siddhartha, Bouddha. Gautama Siddhartha, c'est ça? Moi, je suis allé au Népal il y a quelques années, il y a un petit moment maintenant, et j'ai vu cet endroit saint où Bouddha serait né. Et c'est empli d'un truc incroyable, quoi, hein. C'est un lieu de pèlerinage. Ce voyage, il a été très difficile pour moi. Mais il y a eu des choses très très belles. Et quand je pensais à des femmes importantes, j'ai tout de suite pensé à ça, en fait. Et c'est une des premières visions de femmes, hein, je crois, Ouais, dans le bouquin. Et je sais pas, c'est venu vraiment comme ça. C'était elle qui devait ouvrir la voie de toutes ces visions, quoi. d'accord. Voilà. C'est super intéressant parce que c'est vrai que des scènes de vie antérieure comme ça, il y en a plusieurs dans Les Vieilles Dames, mais elles sont très différentes les unes des autres. Là, on est sur un personnage mythologique magnifique, mais il y a d'autres personnages, une prostituée par exemple, qui est l'histoire classique, qui essaye de s'enfuir avec l'homme qu'elle aime, puis qui se fait rattraper par ses macros, et puis on imagine voilà, des choses assez dures. Une sorcière. Une sorcière aussi, qui finit sur le bûcher. Cette explication, elle est intéressante parce que justement, il est très perturbé de se découvrir lui en tant qu'identité femme. Ça a l'air quelque chose de... Ouais. Oui, alors que je vois pas pourquoi. Enfin, si on croit en réincarnation, on peut très bien s'être réincarné en tant qu'homme, en tant que femme. Enfin, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était mon idée de départ, c'était que lui, il allait réparer un peu toutes ces vies de femmes maltraitées. Enfin, maltraitées. Et Maya Devi, elle accouche seule et elle va donner au monde un homme qui va prendre toute la place, quoi. Ouais. Oui, elle est dans le sacrifice complet. Ouais. Elle est prête à mourir. On parlera d'elle dans l'histoire après, hein. Maya Devi, les hindouistes et tout, les bouddhistes, alors je sais pas s'ils la vénèrent, mais en tout cas elle est importante, hein. C'est intéressant parce que, voilà, a priori, ces scènes, elles ont aucun rapport avec le récit initial. C'est vraiment très différent. Mais en fait, petit à petit, plus on lit, et plus il y a un schéma qui se dessine. Et ce schéma, c'est un schéma de lien. En fait, ça vient éclairer la nature des relations qu'Alan, il entretient avec son entourage dans sa vie actuelle. Et notamment, il y a un moment clé. C'est une expérience qui est particulièrement troublante parce que Alex, il la vit pas seul, cette vision. C'est une vision qui est partagée. Et du coup, le trouble généré est d'autant plus fort
Je te propose de la lire. Ouais. Ce sera le dernier texte qu'on lit aujourd'hui. Alan revint à lui. Il était dans les bras d'Alex, genoux à terre. Tous deux se regardèrent. « C'était quoi ça ?» prononça Alex, fébrilement. « C'était quoi ? Tu l'as vu, toi aussi ?» « Comment ça ?» répondit Alan. À peine sorti de sa vision, il fixa son regard sur son ami qui l'interrogeait. Alex avait-il lui aussi subi ce phénomène ? Tu as vu Marie et Hugo ? Alex n'osa répondre. Il se frotta le cou avec le revers de sa main gauche, ce qui attira l'attention d'Alan sur une tache de naissance en forme de cœur, juste sous la mâchoire. « Oui, acquiesça Alex, j'ai tout vu. » Durant un instant, les deux restèrent sidérés et silencieux, puis Alex reprit. « Et c'est Hugo ? C'est moi, n'est-ce pas ? » « Et Marie, c'est moi, » compléta Alan. Les deux jeunes hommes étaient toujours à genoux sur le parquet de l'appartement, enlacés comme ces deux âmes mutilées qui échouèrent leur amour au fond des eaux il y a 150 ans. Au bout d'une éternité à se perdre, les deux amis reprirent conscience ici et maintenant et parvinrent à se détacher de cette vision commune. Le choc passé, ils se relevèrent. Il n'est pas évident à lire ce passage, parce qu'il est après une vision Oui. et avant qu'on comprenne certaines choses, en fait. Donc, Non, mais justement, on n'a pas eu la vision avant, on l'a évoqué, on a vu une autre vision avant. Moi, ce que je trouve intéressant, et pour le personnage, et puis pour moi, pour ma réflexion personnelle, c'est que le fait qu'il partage cette vision, et la question que je me pose et que je te pose, même si je me doute que tu n'auras pas une réponse définitive, c'est est-ce que tu penses qu'on peut partager des états de conscience modifiés ? alors, je sais pas. Je sais pas. J'avais entendu parler d'expériences de mort imminente partagées, mais franchement, je sais pas. Mais ce que je trouvais sympa, c'est que comme à chaque fois, il y a un élément déclencheur pour lui, pour Alan, et souvent, c'est de toucher la personne importante de cette vision-là. Je trouvais ça intéressant que finalement, les deux arrivent à s'unir, en fait. Voilà. Et c'était une façon de concrétiser pour Alan que oui, tout ce qu'il voyait, ça existait bien, quoi. Ça avait bien existé. Oui, c'est D'avoir ça. un témoin, du coup. Oui, et c'est partagé, donc il n'est pas en train de délirer tout seul. Ils sont tous les deux à vivre ça. Et comme ce Alex n'est pas du tout anodin, je trouvais ça sympa, en fait, de les lier tous les deux encore une fois, quoi. Voilà. En fait, quand on rêve, on dit qu'on est dans l'astral. Mm. Et est-ce que tout ça se passe dans l'astral ? Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on peut tous se retrouver finalement, les rêveurs, les gens en train de mourir, les gens qui ont des visions, on serait tous là, en fait. Il doit sûrement y avoir peut-être différentes strates de tout ça. Après, ce livre, Les Vieilles Dames, il est quand même empreint d'une certaine magie. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas vraiment, Bien tu sûr. vois. Il y a une porte qui claque et hop, ça fait tourner les pages du carnet. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément réalisables. Je suis quand même assez terre à terre. Rationnel. C'est bien qu'une porte qui se claque à 4 mètres ne va pas faire tourner des pages. Mais je trouvais ça, le carnet qui revient comme par magie alors qu'il l'a acheté à la poubelle, tu vois. Ouais. Il y a des choses que, voilà, mes correctrices dans ce bouquin m'avaient dit, mais ça, c'est pas possible et tout. J'ai dit, c'est pas grave. Oui. C'est justement, c'est tout ça, voilà, il est empreint d'une espèce de magie, pourquoi pas, finalement, tu vois. Pourquoi pas. Ça reste léger quand même, je suis pas en train de, tu vois. Ouais, mais ça pose des questions. Mais ça interroge. Ouais, voilà. C'est le but aussi de ce que j'écris. J'aime bien interroger, j'aime bien remettre en question pas mal de trucs, quoi, même si parfois ça va un petit peu loin, c'est jamais toujours intéressant, quoi. Du coup, Alan, il intègre peu à peu la portée de ses expériences passées. Tu nous as expliqué que la portée de ses expériences, de ton point de vue, c'était vraiment pour lui permettre de réparer la souffrance des femmes. C'est une très belle idée, je trouve. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, petit à petit, Alan, il prend conscience qu'il est une vieille âme lui-même, une très vieille âme. Et cette prise de conscience, ça modifie à la fois sa perception de lui-même et sa perception des autres, c'est ça ? Moi, je l'ai lu comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, il doit apprendre quelque chose dans cette vie-là. Au sujet de cette vie-là, il y a un gros secret quand même, il y a un très lourd secret que sa mère n'a pas été capable de lui dire. Et au-delà de ça, il doit réparer quelque chose
pour les personnes qu'il a incarnées dans les vies précédentes et pour sa mère aussi, sans trop dévoiler trop, hein. Non, non, Et tout ça va passer par beaucoup de remises en question. Ben, mon résumé de quatrième de couverture le dit, c'est bon, déjà, est-ce que la mort emporte tous les secrets? Je pense pas. Et lui, pour arriver à avancer, découvrir qui il est dans cette vie et dans les autres, il va devoir apprendre à pardonner et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la famille, sur l'amour, sur la et vie. il dit sur le sexe aussi, parce que même si c'est pas le sujet principal du bouquin, il est perturbé par pas mal de trucs et toutes ces visions-là, ça va lui permettre de comprendre des choses, quoi. Et à sa petite copine aussi, vers la fin, elle, Les femmes ont un rôle hyper important ouais, tout du long. vraiment, elle, c'est finalement un personnage principal à la fin, quoi. C'est ça. Alors, je pense qu'on va en reparler parce que ces histoires de liens entre personnages, pour le lecteur, c'est assez fascinant quand on commence à les saisir. Alors, C'est un briquet, il y a des indices qui sont un petit peu dispatchés, comme ce petit tatouage à la base du cou, là, par exemple. Et c'est d'autant plus fascinant quand on a lu les 2 livres, parce qu'en fait, enfin, il y a des vraies passerelles entre les 2 romans et on finit par se demander s'il n'y a pas des personnages qu'on retrouve. Parce que le personnage principal d'Une vie de rêve, il s'appelle Alex, il est chirurgien. Et Alan, dans Les vieilles dames, rencontre un Alex Qui va devenir probablement chirurgien. qui pour l'instant est aide-soignant, mais qui est en voie de devenir. Donc, on se dit, bah, c'est presque le même personnage. Bon, il y a quelque chose de ça, non? Alors moi-même, bah, ça va être une trilogie, hein, ou peut-être une anthologie, parce que ce sera 3 livres qui pourront se lire dans n'importe quel ordre, mais où il y aura des passerelles, comme tu dis. Et j'avais vraiment envie, je sais pas pourquoi, c'était pour moi évident de remettre Alex Oui. dans celui-là. Mais c'est marrant parce que ça amène ma Ouais. question d'après. Est-ce que c'était calculé ou est-ce que Alex, il t'a poursuivi en mode remets-moi dans ton livre? C'est pas fini avec Alex, en fait. Hem, je sais pas comment expliquer. Moi-même, je sais pas trop, et j'ai pas forcément envie de savoir. Est-ce que c'est une autre vie d'Alex? Est-ce que c'est avant tout ça? Est-ce que, est-ce que c'est dans une autre dimension? Est-ce que c'est encore dans un autre état de conscience? Enfin, en tout cas, il est là. C'est plus ou moins le même, quand même. Il va avoir un enfant aussi dans ce bouquin, mais tout en étant lui-même, il y a une petite différence quand même. Et le troisième qui est encore que dans ma tête, hein, très peu dans mon ordinateur, le troisième va quand même éclaircir certaines choses. Moi, j'ai très envie de lire le 3e maintenant, hein. Ça sera, voilà, les 3 réussiront à s'imbriquer et chacun apportera des infos sur l'autre, sur les autres, sans pour autant que ce soit une suite logique. Ouais, 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 ouais. Il y a une vraie relation qui se lie entre l'auteur et ses personnages. D'ailleurs, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit: «Parfois, quand on écrit, ce sont les personnages qui nous dictent les mots et on arrive là où on ne pensait pas aller». Ouais, exact. C'est vrai, hein. Je m'en suis rendu compte plusieurs fois, bah, toi aussi sûrement, où tu commences à écrire un passage et en fait, tu atterris pas du tout là où tu avais prévu d'aller. Et c'est mieux. Et en fait, c'est encore mieux. Ouais. Ça s'imbrique incroyablement bien et tu te dis: «Mais en fait, si, c'était là que je devais aller, quoi». Ouais, c'est fou ça, hein. Tu reconnu l'auteur de la citation? Non, pas spécialement. Parce que c'est toi qui m'as écrit ça dans un mail. Ah, mais je me disais que c'était un très grand auteur, Ouais, voilà, c'est tu vois? très bien dit. Mais Il y a 2 ans, après le salon, on avait un peu échangé. J'étais en train d'écrire et je sais plus ce que je t'ai dit et tu m'as répondu ça et ça m'avait marqué, je l'avais gardé. ouais, bah, tu vois, je dis Ouais. pas que des conneries. Et c'est très juste et ça nous amène justement sur le processus de création, hein, cette histoire, de personnages comme ça qui te poursuit. On va parler de ça un petit peu pour terminer. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es du genre à avancer petit à petit ou alors est-ce que tu as des longues gestations puis ça sort tout d'un coup? Ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais. Je sais pas si tu avais fini ta phrase, pardon, je t'ai peut-être Non, non, tu peux y aller. ça se passe plutôt comme ça. Là, en ce moment, je suis dans un gros passage à vide, bon, de par, ma vie, voilà. Et je sais que va y avoir un moment, ben, comme ça a commencé, quand j'ai vraiment commencé à écrire le premier bouquin, ça a été d'un coup, d'un seul. Et ça a été quasiment d'une traite. Le deuxième aussi, et je sais que c'est par crise, en fait. Ah, c'est des crises C'est vraiment par d'écriture, crise. quoi. Ouais, ouais. Ouais.
à ne plus s'arrêter la nuit et tout ça, et à couper tout, à vraiment me retrouver dans un truc où je suis complètement T'es plus dans la vie, t'es dans ton roman et t'es avec tes personnages dans cet autre univers et il y a plus rien qui. dans mon ancienne maison. J'avais vraiment un endroit où j'allais et je n'en sortais pas, quoi. C'était et il faut qu'il y ait plus rien autour. Et là, en ce moment, je sais qu'il est là, le troisième, il est vraiment là. Il est quasi quasiment à moitié écrit dans ma tête, quoi, mais Il y a pour plus l'instant, qu'à. il veut pas sortir. Ouais, c'est lui qui décidera. Au même titre que le personnage t'empêche de le lâcher et t'oblige à le remettre Ouais, dans bah, là, l'histoire. c'est le personnage, je pense, qui est pas prêt. Ah, OK. Parce que je sais qui va être le personnage principal. C'est quelqu'un qui apparaît, à la fin du second, D'accord. parce que forcément, il y a quand même, voilà, Un roulement. elle est pas prête. Ça sera une fille et Copine. elle est pas encore prête, non. Ah! Bon, bah, j'ai essayé, c'est Non, pas grave. OK, OK, OK. à la fin Mais de c'est Une bien de vieille savoir. dame, je pense qu'on s'en doute un peu de qui va prendre la place après, dans l'histoire d'après. OK. Juste pour finir, par rapport à ce processus créatif justement, parce que tu as dit que tu avais expérimenté toi-même le rêve lucide, hein, que tu avais expérimenté des techniques et que c'est ça qui avait déclenché en fait ton écriture. Pour le reste en fait, pour ce qui est, vie antérieure, expérience de mort imminente, est-ce que c'est aussi une expérience personnelle ou alors au contraire, est-ce que tu utilises l'écriture pour expériencer ces choses? Pour explorer, ouais. Alors, j'ai jamais vécu d'expérience de mort imminente. J'ai jamais fait, de sortie astrale. D'accord. J'essaye de méditer et vraiment le voyage astral, c'est un de mes buts ultimes, quoi. OK, OK, intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, avec nous. Je voudrais juste terminer sur, la question qui fâche, pour les auteurs, comme nous, hein. Tu as fait le choix de l'auto-édition. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Est-ce que c'était vraiment un choix déjà? Bah, tu fais bien de préciser parce que c'est sûrement un choix par «dépit» entre guillemets. Comme tout le monde, j'ai eu l'espoir, d'être révélé par une grande maison d'édition. Alors et j'ai envoyé mes manuscrits à quelques maisons d'édition sans retour concluant. Je voulais pas faire à compte d'auteur parce que pour moi, c'était pas assez libre, du coup. Mmh. Et j'avais, dans mes expériences professionnelles, touché pas mal à l'auto-édition D'accord. et à l'édition, à la petite édition. Et je savais du coup un peu, comment ça fonctionnait. Je savais fabriquer un livre, je savais à qui m'adresser, je connaissais les étapes et tout ça, donc ça me paraissait pour moi le choix le plus judicieux. Voilà. OK, très bien, Ça non. demande un investissement de temps, un peu d'argent aussi, mais c'était un bon compromis pour moi. Oui, oui, puis effectivement, si tu as le savoir technique, déjà tu passes le cap plus facilement, je pense. J'aurais pas eu cette expérience pro là, je me serais pas lancé comme ça. Mmh. C'est clair. Ça serait peut-être resté au fond du tiroir ou Mais du coup, ça t'a offert, une liberté totale sur, la couverture, la mise en page et tout? Sur les couvertures, tu as travaillé, comment? et ben, je savais un petit peu le faire. D'accord. Donc j'ai fait mes propres couvertures et après, avec les imprimeurs, beh, il a fallu que je mette au gabarit et tout ça. Enfin ça, c'est très technique et justement, ça, j'aurais peut-être pas été capable de le faire si j'avais pas travaillé en imprimerie, en reprographie et tout ça. En termes de diffusion, ça implique quoi d'être un auteur auto-édité? Beaucoup de temps et de perte de temps. Et c'est-à-dire? Comment tu fais pour, te faire connaître et diffuser ton livre? Et ben, un peu comme ce que ferait, un agent ou une maison d'édition, mais en perdant beaucoup de temps parce que tu es tout seul, que tu as pas, forcément, La même les crédibilité? contacts, la même crédibilité. Donc salon du livre, moi qui touche un petit peu au domaine ésotérique, salon du bien-être, salon de cela, les librairies un petit peu ésotériques et tout ça, tu essayes de par ton petit réseau. J'ai fait 1-2 émissions de radio. Si tu accordes pas énormément de temps, finalement, tu sors pas Oui, tu prends beaucoup pas de de livre, ton quoi. cercle. Ouais. Voilà. Et tu as démarché les librairies? Oui, j'ai démarché les librairies, j'ai fait,
les petits salons de la culture, les événements locaux, tu vois, où il y a toujours finalement une petite place quand tu es originaire du coin. Les libraires te font une place quand même si tu Ça arrive. édité, ouais. Ouais, ça arrive. Ce qui est sympa, c'est quand les libraires jouent le jeu. Ah oui, que je sois auto-édité ou pas, ça n'a pas forcément posé problème. D'accord. Mais je suis tombé quand même sur des gens qui ont joué le jeu, qui m'ont organisé des séances de dédicaces, surtout dans ma région d'origine, qui était la Catalogne quand j'ai écrit mon premier bouquin. Comme le voyage d'Alex était au départ de Collioure, Oui. un village qui est quand même assez connu, les gens ont quand même joué le jeu. Et ensuite, j'ai été dans le Tarn et il y a des librairies super quoi, qui jouent vraiment le jeu. Notamment, tu dois connaître, oui, tu connais la librairie Culture de Lettres à Puylaurens, Oui. qui est super et qui est vraiment à fond sur les auteurs pas connus. Et Sonia et Arnaud qui sont très ouverts et qui accueillent. auto-édités ou pas, ils sont hyper bienveillants et voilà. Et ces gens-là mettent ton bouquin bien en vue, te permettent de faire des séances de dédicaces. Et voilà, Et ça, heureusement qu'ils sont là, quoi. Ouais, c'est vraiment précieux. Heureusement qu'ils sont là. Ouais, merci les libraires indépendants. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai retrouvé mon bouquin à côté de Bernard Werber et tout, et je trouvais ça génial, quoi. Plaisir, trop mignon, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, je pense que ce sera le mot de la fin. C'est merci aux libraires indépendants. Ils sont très importants pour nous, les auteurs qui n'ont pas tellement voix au chapitre le reste du temps. Voilà. Merci beaucoup. C'était pas une interview facile. C'est la même facile. Mais c'est moi qui te remercie, c'était un plaisir. Ainsi s'achève le deuxième épisode de Voix de Plume. Un merci tout particulier à Adrien Decasteker qui s'est prêté au jeu malgré des conditions d'enregistrement particulièrement difficiles. Des travaux monstrueusement bruyants qui nous ont chassés à l'extérieur, un vent frigorifiant, des bruits de fond imprévus, et je ne vous parle même pas de ma voix cassée par le rhume. Peu importe les obstacles, Voix de Plume continue. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, retrouvez-moi sur mes comptes Instagram et Facebook maud.girard.auteur pour tout savoir des coulisses de Voix de Plume.